Bonjour et bienvenue à Électron Libre, notre émission sur les loisirs, les découvertes et un peu n'importe quoi qui nous tombe sous la dent, qu'on a le goût de parler, de discuter avec vous. On s'informe sur des sujets fantastiques. Aujourd'hui, on va parler de réseaux sociaux, on va parler de soirées thématiques et on va parler de livres de voyage. Intéressant. Mais avant tout ça, ma question du jour ou de l'émission, si on vous donnait la chance de connaître et de savoir que c'est votre dernier repas que vous alliez manger de votre vie, qu'est-ce que vous décideriez de manger et pourquoi? Mélanie, tu avais l'air déjà de savoir. Écoute, ceux qui me connaissent vont rire, mais ouais. C'est pas drôle. Moi, je suis allergique mortellement au colorant. Si c'était mon dernier repas, je me clencherais le plus gros plat de jujube de la terre parce que ça fait 2 ans que je peux plus manger de jujube. C'est atroce. OK, je mangeais tellement de jujube avant. Ça fait 2 ans que je ne peux plus en manger. Fait que je me clencherais. Écoute, à en mourir. En même temps, c'est réaliste. Tu peux décider d'en manger puis mourir. Exactement. Ça peut être une façon de mourir. Exactement. Ouais. Fait que moi, c'est mortel, mon allergie. Fait que, écoute, mais il faudrait que j'aille le temps au moins de goûter à tout. J'en parle, puis je t'ai émue. T'es émue. Toi, Francis? Morte à coup du jus dans la chronique nécrologique. Voilà. C'est impressionnant. Vous pourriez parler de ça la semaine d'après. San Francisco, rappelle-moi le nom de notre restaurant. Oui, le Mangouze. Bon, le Mangoustine. Mangoustine, qui est un restaurant vietnamien dans le mini-quartier vietnamien à San Francisco. On est allé 3 fois manger là et chaque repas était une découverte. C'était savoureux, c'était bon, c'était croquant. T'avais pas le bout de ta faim. On n'a jamais vu le bout de notre faim dans ce restaurant-là. C'était bon. C'est tellement fun de manger. Toi, c'est ça? Oui. OK. Moi, j'avoue là, que fan de charcuterie et de fromage, je pense qu'une raclette, ça serait ça. Là, je pense à la Cave Valaisanne, un restaurant à Genève qui est extraordinaire où c'est fromage à volonté avec des charcuteries. Écoute, vraiment pas bon pour la santé, mais tellement bon au goût. Écoute, même le serveur après nous disait, là, buvez rien de froid parce que ça peut vous jammer dans le corps. Oh, okay. Jamais là. Ouais. C'est bon manger. Oui, c'est bon manger, je suis d'accord. Bon, je pense qu'on commence avec toi aujourd'hui, Mélanie. Oui. Tu veux nous parler de soirée thématique? Ça, c'est quelque chose. Ça peut avoir l'air quétaine, même. Hein? Mais moi, je suis... Oui, disons-le, ça peut être quétaine. Mais moi, je suis reconnue pour faire des soirées thématiques. Et tu es reconnue pour être quétaine aussi. Je suis reconnue, mais je l'assume. Oui. La différence d'assumer ces parties thématiques. Mais là, un instant, il y a des règlements. Là, c'est ça. Je vous ai sorti comme les 5 règlements respectés pour une soirée thématique. Premièrement, là, ça fait pas partie des règlements. Attendez pas l'Halloween. Non. Attendez pas Noël. Attendez pas les enfants, les fêtes. Non, c'est tout le temps les soirées thématiques. Et les meilleures soirées thématiques sont celles qu'on dit « Hey, en fin de semaine, on fait ça, puis on est vendredi. » Oui, OK. Oui. C'est les meilleures, OK? Première règle, ça prend des amis crinqués. Quand t'es tout seul, c'est plate un peu, OK? Ouais. Ça prend des amis crinqués et c'est un collectif. C'est vraiment un collectif d'idées. C'est tout le monde qui ajoute un peu. Tout le monde ajoute. C'est ça. Puis s'il y en a dans vos amis qui ne sont pas crinqués, vous les prenez d'assaut, là, et là, vous les crinquez. OK? Le but, c'est vraiment d'être crinqué puis de s'investir à 100 Deuxième règle, trouver des thèmes collectifs qui plaisent à tout le monde. D'autres, on s'est fait, toute ma gang d'amis, un groupe Facebook. OK. Pour vrai. Et on a un groupe Facebook, on lance des idées, on met des photos, on trouve des thèmes. Et là, les thèmes, ça peut être quoi? Ça peut être vraiment... Attends, moi, ça me fait réaliser tout ça que je ne suis pas ton ami. C'est correct. Mais on embarque les gens. Non, mais là, c'est drôle, mais on ajoute des gens. Et là, c'est important quand on ajoute des gens parce qu'on est tellement investi. C'est un peu secret quand on fait ça. Parce que les thèmes, c'est bien beau, mais la 3e règle, interdire les cellulaires dans ce party-là. Ça, c'est beaucoup. Ça fait que la personne va s'investir encore plus. Ça fait que la soirée sera pas... On peut exagérer, là. On peut exagérer et ça fait des soirées au Seigneur que tu ne parles qu'entre amis et que justement, avant d'inviter un nouveau membre au groupe, on doit discuter, on doit apprendre à connaître ce membre-là. Oui. C'est vraiment quelque chose. On est vraiment, nous autres, investis dans ces thèmes-là. C'est fou. Donc, les cellulaires, on met un panier, on met ça là. Il y a un appareil qui se promène et il n'y a pas question de mettre ces photos-là sur les réseaux sociaux. C'est entre nous. C'est personnel. C'est personnel. C'est ça. 4e règle, soyez imaginatif. Il faut s'investir 100 Si tu choisis un thème, par exemple, pour mon 33e anniversaire, on a fait un party Jésus. OK? Donc, soyez imaginatif. Allez-y du début à la fin. J'ai fait une grotte dans mon salon. T'avais un âne et un bœuf aussi. Non, mais on a eu Adam et Ève. On est allé vraiment dans la thématique religion. On avait Adam et Ève. Dans le temps de Jésus, il n'y avait pas de sous-vêtements. Fait que le proverbe était, si tu veux des bobettes, fabrique-toi-en. OK? Tout était... On t'a crucifié. Voilà. Ce soir-là... En fait, à ta soirée, j'étais là, mais j'étais dans l'arbre à l'extérieur. J'étais zaché. Non! On avait un zaché qui avait un arbre. On avait une croix, on avait tout. Il faut
s'investir. C'est vraiment important. On a bu que du vin, du fromage, du pain avec c'est que ça. Il n'y a pas autre chose que ça. Fallait vraiment pas d'ustensiles, pas d'assiette. Puis qu'est-ce que tu fais avec les gens qui aiment ça, sortir de la thématique? Exemple, Francis qui arrive dans un party de zombies déguisé en pingouin. Ben c'est drôle. Oui, Ben oui, moi je trouve ça drôle. S'il peut justifier sa démarche, moi j'ai rien contre. OK? Il peut vraiment. J'étais un zombie à ma défense. Voilà, c'est ça. Pas besoin d'investir les costumes. Hein? Vous prenez ce qu'il y a sous la main. Écoute, on s'entend là, que c'est pas le moment de dépenser, c'est d'être imaginatif. C'est ça qui est important. On a un en particulier, nous autres, qui se fait des costumes dernière minute. Prend des balais et il s'est déguisé en romain avec un. Il fait tout homemade et c'est magnifique. C'est ça qui est drôle. Le but, c'est pas d'être beau. Et thématique ne veut pas dire nécessairement déguisé. Voilà, exactement. Thématique ne veut pas dire. On peut se faire, c'est ça, une soirée de mots croisés, OK? On va faire nos propres mots croisés, mais ça peut être n'importe quoi. Soyez imaginatif. On lance des idées et c'est pas nécessairement déguisé, comme tu dis. Ça peut être des soirées à thème et tout le monde participe. C'est un collectif. Et ça fait des soirées vraiment extraordinaires. Et eux autres fêtes à la dernière minute, c'est les plus fun. C'est les plus drôles. Avec des soupers ou pas de souper, ou peu importe. Nous autres, écoute, on a fait, puis on se met ça comme règlement d'en faire au moins 3 par année. Tu sais, essayer dans les saisons, on gravite à travers les saisons. Et ça fait des soirées qu'on parle et on devient accro. Non, mais j'adore ça aussi, mais moi aussi, je vais continuer à ne pas t'inviter aux miennes. C'est ça. Écoute, on va faire un dé comme là, je viens de savoir que je ne suis pas invitée aux tiennes. Ben, je vais à celle de la pierre et c'est un incontournable. Mais on jasera de ça après. C'est bon, j'aime ça. Hey, moi, bon, tout le monde sait que j'aime voyager. Je décide de vous parler de guides de voyage parce qu'il y en a beaucoup. C'est compliqué s'y retrouver. Oui. On ne sait pas. Donc, j'ai essayé d'en avoir. Moi, j'aime ça lire ça. C'est dans mes lectures favorites. Fait que j'ai essayé de faire le tour de certains guides pour vous aider, des fois, à trouver votre chemin à travers tout ça. Il y a des guides génériques. Généril, je pense à mon cousin Gilles, probablement. Tu sais, dictionnaire touristique, c'est pratique. On ne sait pas trop où on veut aller, mais là-dedans, tu peux faire le tour du monde, mais c'est seulement des premiers contacts. Où aller voir? C'est quoi l'Office du tourisme? C'est quoi? Tu sais, c'est des infos vraiment de base quand on cherche où aller. Puis des fois, là, on n'est pas obligé de savoir où on veut aller. Hein. Il y a un site, d'ailleurs, qui s'appelle skyscanner.com. Moi, j'adore trouver des billets d'avion là et c'est souvent ce qui va déterminer où je vais aller voyager. Fait, je veux dire, moi, là, je pars de cette semaine-là, j'ai une semaine de vacances, je peux partir. Trouve-moi le billet le moins cher et je me suis ramassé un peu partout à travers le monde en disant ben là, je peux aller à telle place pour tel prix. Ben go, tu sais, j'ai déjà fait, entre autres, Bruxelles-Venise pour 2 $ aller-retour. Je vous le dis. Fait que tu peux chercher vraiment des affaires. Vous avez des enfants, c'est compliqué avoir des enfants. Voyager avec des enfants, comment voyager? Différemment avec des enfants. Puis c'est certain qu'il y a des pays qui c'est pas super génial d'aller avec des enfants. Mais là, il faut peut-être plus choisir. Il faut peut-être plus choisir, mais il y a des trucs autres que Walt Disney. Je dis pas que Walt Disney, c'est pas cool, mais il y a des endroits extraordinaires. Puis il y a des guides comme ça, là, c'est lui de 2011, mais le best de 2011, c'est sur les tendances. C'est-à-dire, en ce moment, il y a tel festival, ou c'est tu sais, à l'époque, Saguenay, capitale culturelle, c'est un peu ça. Il y a ça maintenant à telle ville, telle place. C'est comme un peu les must? Oui, mais pas les must, ça reste toujours subjectif parce qu'on a toutes des envies de voir des choses différentes. Il y a des gens qui veulent dire, ben nous, on va aller juste dans une ville. On va aller, il y a différents guides intéressants. Il y a le Petit Larousse Voyage. Petit Larousse Voyage n'est pas super un bon guide, à part qui est intéressant au niveau, c'est juste des cartes. Tu as une carte, ça c'est là, tu es dans tel quartier, tel est là. Facile quand tu veux juste voir une ville, passer du temps là. Sinon, il y a des guides un peu plus... les petits Lonely Planet, moi j'adore Lonely Planet. Là. Eux, il y a des cartes, il y a des indications. Puis ce qui est le fun de Lonely Planet, c'est des gens qui sont allés sur place. Donc, les conseils, c'est des vrais conseils. Puis tu as toujours le routard, moins pratique, se transporte moins bien. Une carte, aucune photo. Moi j'adore ça parce que ça laisse l'imagination travailler. Des fois, tu as des guides, ils ont tellement de photos que là, tu arrêtes, tu fais « Ah, c'était plus beau quasiment en photo ». Donc, ça... Il y a toujours une carte à l'intérieur que tu peux mettre dans ta poche. Beaucoup d'informations utiles. Et ça, c'est une source. Quand ils te disent un restaurant, il a l'air moche, mais allez-y pareil, c'est bon. Allez-y pareil. On parlait du mangoustine tantôt. J'ai trouvé ça dans ce guide-là à San Francisco. On est allé là. Ça avait l'air de rien. Écoute, on est retourné 3 fois tellement c'était bon. Ça, je vous dis, c'est intéressant. Et ça vient de personnes qui ont été dans les endroits. Ce qui fait vraiment des choses intéressantes. Aussi, il y a des endroits où on dit, ouais, mais là, comment je vais faire pour parler la langue? Il y a des petits... Le Lonely Planet fait ça, c'est des phrasebooks. Ça, c'est lui sur l'Ukraine. À l'époque, j'étais en Ukraine. Où tu as juste des petites phrases pour te démerder.
Tu sais, les gens, on vous demande pas d'être bilingue, mais des fois, juste de dire bonjour, s'il vous plaît, comment ça va. Dans la langue, les gens sont vraiment... Les gens sont contents. Et des fois, quand tu sors des sentiers battus, tu te retrouves dans un endroit où personne va et que personne te parle anglais, c'est vraiment pratique de dire où sont les toilettes, parce que tu vas te faire indiquer la bonne chose et tu te crois... Non, mais tu sais, c'est... Donc ça m'a sauvé la vie à maintes reprises. Les guides à éviter, selon moi, pour quelles raisons? Bon, je vais vous expliquer. Un, trop gros, trop lourd, trop chaud. Guide voir, c'est super, là, mais ça, c'est quasiment une encyclopédie. Tout est illustré. Je veux dire, pourquoi aller là-bas avec un guide comme ça? C'est quasiment un dictionnaire. Mais tu le regardes à la maison, tu ne le transportes pas. Pour préparer son voyage, je pense que ça peut être intéressant, mais trop de choses, trop de photos, trop de... On ne se crée plus d'attente, on ne se crée plus de magie. Je trouve qu'on a trop de choses là-dedans. Okay. Le célèbre guide Michelin, trop grand, pas pratique, rentre nulle part et très, pour les gens qui veulent voyager dans des 5 étoiles avec se promener en voiture, en Mercedes qu'ils ont loué, c'est extraordinaire. Mais si tu veux voyager en sac à dos avec des petits inns sur des restos, des affaires, t'as pas ça là-dedans. Là-dedans, t'as les églises, les musées, puis les trucs qui coûtent cher. C'est ça. Si tu veux faire le tour de la royauté française, extraordinaire. Mais si tu veux vraiment voyager sac à dos... guide Gallimard, guide National Géographique, même chose. Très lourd, format pas pratique, hyper illustré. Il y en a qui vont dire « Ouais, mais il me semble que c'est ça que je veux, moi. » Je vous le dis. Tu sais, quand tu vois les choses en vrai, puis tu t'es juste fait dire « C'est fantastique. Ouais. » C'est ça. Une histoire de l'art. Bien, c'est exactement ça. C'est juste pour Florence, par exemple, la Toscane. Même chose pour les Gallimard. Écoute, on a du stock là-dedans. Beaucoup d'informations. C'est génial, mais des fois, trop c'est comme penser. On dirait qu'on s'enlève. Tu sais, un peu comme quand tu prends les autobus rouges dans les villes, tu embarques dedans, puis là, on t'arrête 2 minutes devant chaque affaire. C'est un peu ça. Tu as tellement d'affaires, finalement, tu vois rien parce que tu ne prends pas le temps de voir les choses. Ça, c'est toujours selon ma manière de voyager. Là, je m'en vais petit futé. Intéressant petit futé parce qu'une des seules 3 compagnies que tu es capable de faire le tour du monde. Tu peux aller n'importe où, il y a toujours un guide petit futé. Okay. Sauf que petit futé, c'est un collage d'articles qui vient d'Internet. Donc, les informations ne sont pas validées. Tu ne peux pas te dire « je suis allé sur place, il y a telle place ». C'est des infos qu'ils ont pris. Fait que c'est un collage, donc pas très dispendieux à cause de ça. Intéressant, un bon complément d'information parce qu'il est en français aussi, ce qui n'est pas le cas de tous les guides. Mais attention, parce que c'est pas nécessairement... c'est pas là que tu vas trouver les petites perles un peu rares de petits restos, de petites boutiques ou de places sympathiques parce que c'est ça, c'est un collage d'articles Internet ou d'informations qui viennent souvent des agences de tourisme, etc. Les 2 meilleurs, selon moi, le Guide Routard et le Lonely Planet, où il y a des livres sur absolument tous les coins du monde. Lonely Planet, c'est pas tout traduit en français, mais il y en a beaucoup. Et il y a beaucoup de guides thématiques. Ici, j'ai Transsibérien, donc Russie, Mongolie, Chine, si je veux faire cette route-là. Mais tu peux avoir, mettons, Asie centrale, l'Afrique de l'Ouest. Tu peux avoir des trucs plus précis aussi, des régions du monde. Très peu d'illustrations, beaucoup de cartes, beaucoup d'informations utiles aussi sur les us et coutumes. Là. Comment les traditions, fais pas ça parce que tu vas faire regarder proche. Là, on est vraiment dans le je veux dire, ceux qui vous disent « je veux partir en sac à dos, je veux sortir de mes paradigmes », c'est des guides qui vont vous aider. Routard, qui est guide français, est en français. Routard est le fun parce que je trouve que c'est dans lui qu'on a les meilleures indications de petites places étranges qui disent ne manquez pas. Si vous voulez manger vraiment typique, allez à telle place, c'est pas cher, vous allez trouver des choses extraordinaires. Moi, ça m'a emmené ailleurs beaucoup, Lonely Planet. Puis, 2 choses que je veux rajouter, là, j'ai fait un tour rapide, mais il y en a beaucoup, mais c'est de s'informer. Avant de partir, plus tu as de l'information, plus tu es capable de faire des choses différentes ou de savoir un peu. C'est sûr que tu peux partir puis tout est déjà organisé, mais des fois, c'est le fun d'avoir le temps de dire ben là, je pensais venir juste dormir dans cette ville-là, finalement, j'aime ça, je peux rester 3-4 jours, donc de faire vos horaires tranquillement. C'est avec des applications extraordinaires comme Booking.com, Airbnb, Couchsurfing. Tu peux trouver des places pour dormir à pas cher à peu près partout à travers le monde à la dernière minute, ce qui fait que ça t'aide vraiment à pouvoir voyager différemment. Et une nouvelle application que j'ai découverte lors de mon dernier voyage en Bulgarie, c'est une application qui s'appelle MapMe. MapMe, c'est le fun, c'est parce que quand on va à l'étranger, on veut avoir Google Maps pour faire notre trajet, mais là, tu n'as pas de réseau Wi-Fi, puis tu ne veux pas prendre la bande passante parce que ça va te coûter un bras. Bien, MapMe, tu
download l'application, c'est gratuit. Tu downloads la carte d'où tu veux. T'as la carte téléchargée. Ta carte téléchargée et ça fonctionne exactement comme Google Maps. Tu dis, je vais aller à telle place, tu rentres l'adresse et là, tu te promènes avec ton téléphone, vire à gauche, vire à droite. Génial, Ça te sauve un temps magique. sûr. Et autre chose que je veux parler en voyage, c'est beaucoup développé en Europe et moi, ça me fascine de voyager comme ça. C'est ce qu'on appelle les free walking tours. Donc, c'est des tours qui sont gratuits, qui sont à pied, où là, tu as un guide qui va t'amener selon les thématiques. Le free walking tour de base, c'est souvent un petit tour historique de la ville. 2-3 heures, tu marches, tu te fais raconter des anecdotes. C'est complètement gratuit, là, mais les guides sont tellement intéressants, ils marchent au pourboire, puis à la fin, tu as vraiment le goût de leur donner des pourboires. Mais tu as des tours sur n'importe quoi. À Londres, j'ai fait un tour sur Jack the Ripper, j'ai fait un tour sur les Beatles, un tour sur les pubs anglais mythiques, un tour sur Shakespeare. Là, en Bulgarie, je viens de faire un tour sur le communisme. J'ai fait un tour aussi, ce qu'on appelle le Balkan Bite. Donc, c'est un tour sur la nourriture et la culture. Fait que tu te promènes de restaurant en restaurant, tu te fais compter des anecdotes, tu te fais parler de la bouffe, tu manges des choses. C'est fascinant. Cherchez ça. Walking Tour, Free Walking Tour. Il y en a qu'il faut que tu payes, mais en général, c'est gratuit. Écoute, j'en ai fait de toutes les sortes, mais ça vaut vraiment la peine. Et en plus, ça nous fait rencontrer d'autres étrangers qui sont là. Exactement. Ça nous fait rencontrer des contacts. Écoute, en Bulgarie, j'ai rencontré une fille de Chicoutimi qui était là. Non, mais c'est magique. Et un autre gars, un Italien qui faisait Suisse-Chine à vélo. Non, mais c'est des gens intéressants. On est allé manger avec ce gars-là, on partage. Je trouve que c'est une excellente manière d'entrer dans la culture d'un pays. Et voilà. Francis, maintenant, tu veux nous parler de réseaux sociaux. Bien là, je vais enlever mes livres pendant que tu fais ton introduction parce que je prends beaucoup de place avec ça, moi. En fait, c'est un peu curieux parce que depuis qu'on est réseauté, qu'on a des réseaux sociaux, c'est probablement la période de l'histoire qu'on a été le plus seul, où on s'est le plus isolé avec ces réseaux sociaux-là. Historiquement, pour les jeunes à la maison, quand on avait une émotion, quand on voulait partager, on pouvait faire deux choses. Soit on allait voir notre conjoint, notre ami, notre grand-mère, et on exposait nos émotions. On pouvait prendre un papier, un crayon, et placer dans une enveloppe, après avoir écrit ce qu'on voulait. Mélanie nous a déjà parlé de l'écriture libre, et finalement envoyer la lettre. Après est apparu avec Internet, au début 80, autour des années 80, l'apparition d'Internet avec des réseaux comme MIRC, ICQ. Qui a connu ça? Oui, peut-être pas Mélanie. Non. Pierre, oui, on a été réseautés pour une première fois où on allait devant notre ordinateur et on était en contact avec un paquet de monde en temps réel. Aujourd'hui, c'est un peu ridicule de se dire qu'on a vécu à une période où on n'était pas réseauté, mais quand j'ai fait justement une marche à Cambridge, quand on a visité Boston, les étudiants de l'université Harvard faisaient un tour. Tu donnais le montant que tu voulais à la fin lors de cette visite. Et ils nous montraient l'appartement en 2004 où Zuckerberg, tout le monde connaît l'histoire, a développé un réseau qui s'appelait The Facebook, où on réseautait à l'intérieur d'Harvard. Quelques années plus tard, ça a été ouvert à d'autres universités. Et ouvert à tous, ça a été en 2006. On connaît l'histoire, je ne raconterai pas toute la chose. Il y a eu un conflit avec les gens qui étaient avec lui dans la compagnie et ça a pris des proportions comme on connaît aujourd'hui. Oubliez jamais qu'en 2005, il a changé de Facebook pour Facebook et il a acheté le .com pour 200 000 $. Fait qu'aujourd'hui, on se dit qu'il est un excellent investissement. C'est le deuxième site le plus visité au monde après Google. Et le 24 août de cette année, 2015, le record, il y a eu 1 milliard de personnes qui étaient connectées en même temps. Sur la planète, il y avait 1 milliard de personnes qui étaient sur le réseau. Donc, la dame qui a partagé sa recette de sucre à crème l'a partagée à 1 milliard de personnes. Et non, c'est là qu'on fait erreur. On se dit, on est avec 324 amis et tout le monde verra ce que j'écris. Non, ça ne fonctionne pas. Maintenant, il y a un algorithme au niveau de Facebook qui fait le tri, qui va choisir les publications que tu vas recevoir et que que les gens vont voir de ta part. Tout ce qui est plus populaire devient viral, donc est plus exposé à un plus grand nombre de personnes. Mais souvent, quelqu'un dit « Ah ouais, l'autre jour, j'ai posté ça sur Facebook. » Je ne l'ai pas vu. L'autre te dit « Je ne l'ai pas vu. Bien, effectivement, ça ça arrive. Oui. Facebook, maintenant, va être une base de données pour te montrer tes intérêts. Si tu vas avoir cliqué sur telle chose, tu vas avoir démontré de l'intérêt sur telle compagnie, sur tel produit, maintenant, il va configurer ton Facebook et te montrer. On parlait de Big Brother, 1984, George Orwell. Ouais. Bon, c'est un peu ça. Il va décider pour toi qu'est-ce que tu vas aimer ou selon
Selon ce que t'aimes. Comme moi, j'ai beaucoup de top 10 de n'importe quoi parce que j'aime fondamentalement ça. Et voilà. Moi, j'allais faire une blague douteuse, mais je ne la ferai pas. Donc, c'est pas vrai en passant. Entrée en bourse en 2012, ça a été valorisé à 104 milliards de dollars. 104 milliards de valorisation, mais ça a été un flop parce que l'action commençait à 38 dollars. Dans la première année, n'a pas été un grand succès. Et Facebook, maintenant, achète plein d'applications de petites compagnies qui démarrent. Et 2 fois sur 3, c'est un échec. Mais la fois, comme par exemple LinkedIn, ils ont voulu faire un réseau professionnel. Ils ont voulu faire un Gmail, ils ont voulu Facebook en commercial, puis faire leur propre courriel à eux. Ça n'a pas marché, mais c'est pas grave. Tu peux te permettre de faire des essais quand tu es solide comme eux autres. Et une fois de temps en temps, il y a une perle qui va ressortir. Et bon. Voilà, donc plusieurs essais-erreurs, je l'ai dit. Les règles d'usage, je dirais les pour. Pourquoi Facebook? On est là-dessus, on s'est rendu une mécanique régulière. On prend ça, va voir, tu as un message, une communication. Ça peut être intéressant. Tu sais, moi, entre autres, il y a des gens que je ne vois plus tellement dans la vie, mais ça me permet de voir grandir leurs enfants ou de la famille à l'extérieur. Mais j'avoue que pour les gens que je côtoie tous les jours, là... Voilà, c'est un peu le parallèle. Quand on va une fois par année voir des gens de la famille à l'extérieur, que curieusement, on est au courant que dans son année, il y a eu tel job, il y a eu tel enfant, on a vu des photos de son enfant. C'est intéressant. Pour garder le contact, et à la base, ça devrait être ça. Les gens célibataires. Bon, disons que quand tu es rendu à 39 ans et que tu veux te remettre en couple et que tu ne veux pas nécessairement aller dans un bar, ça cruise, ça peut être intéressant en cliquant son statut adéquatement, bien sûr. Donner des opinions. Moi, je suis un gars d'opinion. Moi, Facebook, c'est là que je vais faire de l'éditorial. J'aime ça. Et j'écris pas souvent, mais ce que j'écris, je l'ai réfléchi, j'ai une opinion sur un sujet. Par contre, il faut être prudent. Oui, parce que ça peut générer des discussions. Voilà. Donc, toujours ne jamais écrire au moment que tu ressens une émotion. Non. Parce que si tu l'écris sur le coup, c'est écrit. Regretter. Ça devrait être une règle. Moi, parce que aussi, quand tu t'affiches publiquement, tu t'attends à Puis une autre affaire aussi, là, c'est pas une place pour débattre. Oui, mettre des opinions, des idées, faire réfléchir, mais rentrer dans un débat sur Facebook, ça devient n'importe quoi parce que tu ne peux pas vraiment bien expliquer et tu interprètes le ton aussi de la personne, ce qui est un peu malsain. Et moi, dans ma job, comme directeur d'école, dans le temps du conflit au niveau des enseignants, là, ça semble vouloir se régler, mais c'était pas la place pour aller dire « je suis d'accord » ou non, tout le monde me voit, tout le monde regarde. Et tout le monde peut interpréter, comme tu dis, on interprète le ton, on interprète la pensée de l'autre. Pour de l'opinion, c'est bon. La promotion de belles initiatives, c'est le fun. Transmédia aussi, oui. Transmédia, là, par rapport à comme les films, par exemple, qu'on produit, ou le théâtre, ou tout ça. Ou voilà. Un bel outil. Ben oui, c'est un bel outil. Bien utilisé, c'est un bel outil. La petite compagnie théâtrale, créative, ou maintenant les courts-métrages, etc., n'ont pas les budgets pour avoir une visibilité. Exactement. Donc, Facebook, c'est merveilleux. Moi, je sais qu'à l'époque du Petit Rire Jaune, là, nous, avant, au début, on investissait dans la pub, puis finalement, avec Facebook, on avait bien plus de monde que par la pub, puis ça ne coûtait rien, en fait, ou presque. Tu vas chercher rapidement. Exactement. Il faut se poser la question. Plusieurs compagnies se la posent d'ailleurs. Favorise la libre expression. Je l'ai dit tantôt, faire attention. OK, je me regarde le temps. Faire attention. Nouvelle insolite. Allez voir la source. Des fois, là, ça n'a pas de sens. Ils donnent une opinion. Ça n'a pas de bon sens ce qu'ils ont dit. Ça prend plusieurs sources. Mais ça, les médias en général. Oui, c'est ça. C'est la fête à mon petit-fils. Je voudrais souhaiter bonne fête à Kevin. Appelle-les. OK, il y a un téléphone. Appelle-le. À la Saint-Valentin, j'aime tellement ma blonde, je t'aime, chérie. Va la voir, embrasse-la. OK? Bon, c'est un truc que je vous donne comme ça. Là. Performance sportive. Une fois, un événement, c'est correct. Mais chaque fois que tu vas courir ton 5 km en 27 minutes 32, on s'en tape, OK? Et finalement, une alerte Amber pour sauver des enfants, c'est une super bonne idée, c'est une bonne initiative, encourageons ça. Mais quand c'est en Alberta, on peut rien faire. On la trouvera pas à l'orette. Ça va nous faire sentir vulnérables. C'est ça. Oui, faire attention à l'image. On veut se créer une deuxième vie. Donc, Facebook n'est pas là pour se réinventer et se faire un avatar et une nouvelle vie. C'est là pour se réseauter. Et ça, il faut l'oublier. Je finis par une pensée que j'ai inventée. Si vous allez sur Facebook pour être moins seul, levez les yeux pour regarder les gens autour de vous. Et sur ça, je clique j'aime. Oh, bravo, j'aime ça. Hey, moi, en 1 minute, je vais vous faire mon top 10 de la journée qui sont des spécialités culinaires étranges. Ouais, j'adore ça. En Malaisie, ce qu'on aime manger, c'est des œufs.
mais des œufs qui ont été couvés. Donc, à l'intérieur de l'œuf, il y a encore l'embryon, là, à moitié mort, là, des affaires. Ça a l'air que c'est extraordinaire. En Espagne, des testicules de taureau. J'en ai déjà mangé. Oui, j'ai déjà Dans un ragoût, je ne savais pas en fait ce que je mangeais. J'ai ça après, c'est pas si mauvais. Ça a l'air que c'est bon pour Ouais. À Taïwan, tu peux te promener dans des vitrines et là, tu vois des serpents. Et là, tu choisis ton serpent et ils te font une soupe avec le serpent que tu as choisi. Donc, ils te le tuent dans ta face. C'est extraordinaire. En France, les gens trouvent ça étrange. Moi, j'adore ça. Mais les cuisses de grenouille, il y a des gens qui le trouvent encore. Moi, t'aimes ça? C'est excellent. C'est excellent. Au Cambodge, OK, on mange de la tarentule frite. Regarde-tu? Ouais, t'as eu ça. Et ce que j'ai aimé dans le commentaire que j'ai vu, c'est qu'on m'a dit ça goûte entre le poulet et la morue. Je sais, j'ai déjà entendu. Mon Dieu. Et moi, tout ce qu'on sait pas. Là. Moi, c'est la chose, Chaque fois qu'on ne sait pas ce que ça goûte, on dit ça ça ressemble au poulet. C'est parce que du poulet, ça goûte fondamentalement rien aussi. Ouais, donc c'est ça. Au Mexique, on adore manger des punaises vivantes qu'on met dans un tortilla avec de la guacamole. Ça a l'air que c'est super bon pour la santé. Moi, si je ne sais pas, puis qu'il y a de la guacamole en masse. Ah oui, c'est ça. En Australie, on adore faire des barbecues avec des crocodiles. Ah, c'est excellent, etc. Un plat qui est de luxe au Pérou, c'est, et d'ailleurs que les Péruviens trouvent ça très drôle que nous, on les élève, c'est les cochons d'Inde. Là-bas, c'est de la nourriture, et ici, c'est une affaire cute. Mais, C'est une affaire cute. Non, c'est ça, mais les Péruviens trouvent ça très drôle quand on fait « Ah, le petit cochon d'Inde! » On va le manger. En Norvège, on mange du lutefisk. Lutefisk, c'est un poisson cru qu'on met dans l'eau froide pendant quelques heures, qu'on met dans le sel pendant quelques heures dans l'eau froide, et que c'est une espèce de texture glacée de poisson cru. Je sais pas, intéressant. Intéressant. C'est ça, moi, ça... Et le repas de Pâques à l'île de la Réunion, qu'est-ce que c'est? Des larves de guêpe. Ah! Je sais pas si ça a un petit goût mielleux, mais ça me fascine de voir ce qu'on peut manger. J'avais faim au début, j'ai moins faim. C'est moins faim? Ouais. Hey, merci, mes collaborateurs Francis Côté, Mélanie Saint-Germain. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission d'Électron Libre où on va encore avoir des sujets farfelus, mais intéressants. Merci. Bonne journée, bonne semaine. T'as pris de la drogue. Tu ne devrais pas conduire. Tu vas te faire arrêter. Les policiers peuvent détecter toutes les drogues. Mais comment ils peuvent savoir je suis gelé? Muchacho, ta façon de marcher, tes yeux, ta lenteur. Et puis je te ferai remarquer que tu parles un pigeon. Chez toi, je prendrai un taxi. Merci, madame, et bonne fin de journée. Moi, je travaille en français. Dans mon dépannage, je travaille en français. Au Québec, on travaille en français. Un message d'Impératif français.